Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de la topologie du réseau Bitcoin. Donc la topologie, c'est tout simplement la forme d'un réseau. Les graphes, voilà, ont plein de formes différentes. Et pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup de mécompréhension autour de ce sujet-là. Donc, on va partir de ce tweet-là qui a été fait récemment par un gars en anglais, et il dit quoi? Il dit voilà la version finale de à quoi va ressembler le réseau Bitcoin, en étant à la fois décentralisé, très sécurisé et en passant l'échelle. Et donc, qu'est-ce qu'il montre sur ce graphique-là? Il montre un réseau ici qui a l'air très connecté. Il dit ça, c'est les nœuds de minage et les utilisateurs qui sont autour. C'est pas le meilleur graphique, on verra après qu'il y a mieux que ça pour expliquer la topologie finale entre guillemets de Bitcoin, mais c'est intéressant parce que c'est très très différent de ce que les gens ont l'habitude d'imaginer ou de voir en général. Qu'est-ce qu'on voit en général? Eh ben, en général, voilà, on cherche centralisé contre décentralisé. Et on voit un peu plein de versions du même graphique, qui est celui-là qu'on voit souvent revenir, où il y aurait cette image centralisée, un peu à l'ancienne réseau Visa, où tout doit passer par les serveurs de Visa, et si Visa tombe, votre carte bleue ne marche plus. On aurait une version décentralisée de réseau, où en effet là on voit que s'il y a même un des nœuds les plus connectés qui tombe, ça casse pas tout le monde. Et ensuite, on aurait une sorte de maillage, de mesh ici, qui serait un réseau distribué. Et ben, le réseau Bitcoin correspond à aucun de ces trois réseaux. Donc, si on cherche réseau Bitcoin, on va retomber en fait sur des images un peu comme ça de maillage, qui, malgré les images, ne correspondent pas du tout au réseau Bitcoin, mais c'est la version simplifiée qu'on trouve en général sur Internet ou dans la presse. Donc, à quoi ressemble réellement le réseau? On va voir. Il part en fait de ce qu'on appelle Small World Network en anglais, réseau petit monde en français, qui est un réseau en fait dans lequel il y a des acteurs qui sont très fortement connectés entre eux. Donc là, ça va ressembler plutôt même à ce qu'on voit à droite ici. Et en fait, le minage de Bitcoin va même se concentrer au fil du temps vers ce qu'on appelle un graphe complet. C'est-à-dire un graphe où tous les nœuds du graphe sont connectés entre eux. C'est-à-dire que chacun des mineurs est connecté à tous les autres mineurs. Donc ça va ressembler à ça. Donc ça c'est le graphe idéal, c'est ce vers quoi tend le réseau de minage. Pourquoi est-ce que ça tend vers ça? C'est une bonne question. Donc il y a quelques années, c'était encore possible, voilà, d'avoir un petit Antminer chez soi et de miner du Bitcoin. Aujourd'hui, si on cherche, là j'ai juste cherché miner du Bitcoin, et voilà les images sur lesquelles on tombe. Donc c'est des images de ce qu'on appelle de farm, de ferme de minage. C'est plus du tout quelque chose qu'on peut faire chez soi tranquillement. Et d'ailleurs, c'est pas du tout rentable de le faire vu le prix de l'électricité. Donc, ces fermes-là ont des contrats spéciaux, etc. Des contrats spéciaux. Donc, on imagine bien que quand on est dans une ferme comme ça, on n'a pas la petite connexion internet de Madame Michu, on a quelque chose de sérieux. Et c'est très important d'ailleurs d'avoir quelque chose de sérieux parce que c'est ça qui va permettre, en fait, souvent on imagine dans le minage qu'il suffit juste de prendre les transactions, générer le hash du bloc et que ça y est, on a gagné le bloc. Ça c'est juste la première partie en fait. Pourquoi? Parce que pour qu'un bloc soit validé, il faut qu'il soit lié à un bloc par-dessus, et ça c'est probablement un autre mineur qui va le trouver. Et ensuite un autre, et ensuite un autre. Et c'est seulement avec ces blocs qui s'empilent les uns sur les autres que notre bloc se solidifie et qu'on va pouvoir en récupérer la récompense. Ce que ça veut dire, c'est que on a intérêt en fait à être connecté aux autres, parce qu'on a intérêt non seulement à recevoir de leur part rapidement afin d'être le plus à jour possible, mais on a aussi intérêt à leur envoyer notre bloc le plus rapidement possible pour qu'ils puissent construire par-dessus et que ça valide notre bloc. Si on met 1 ou 2 secondes de plus à envoyer notre bloc, et ben ça réduit la probabilité que notre bloc va être validé. Parce que si quelqu'un a trouvé un autre bloc en même temps que nous, ben celui qui va l'envoyer le plus vite, c'est celui qui aura son bloc validé. Donc Bitcoin en quelque sorte motive aussi la connectivité entre les mineurs. Par contre, c'est pas possible, si Bitcoin passe réellement à l'échelle comme on l'espère,
et que demain on peut acheter son café en Bitcoin, vous vous doutez bien que vous ou votre boulangère, vous n'allez pas être connecté à toutes les fermes de minage du monde qu'on a vu ici. Donc, ce réseau-là, ce réseau de graphes complets, il ne peut pas être tout le réseau Bitcoin si on prend au sens large, avec tous les acteurs qui vont utiliser Bitcoin demain à l'avenir. Donc à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à ce qu'on appelle un réseau mandala. Un réseau mandala, c'est assez joli, ça ressemble à ça. Et ça vient en fait d'un papier de recherche qui a été fait en 2014. Ils ont étudié cette topologie de réseau et ils ont dit voilà, ces réseaux-là sont ultra robustes et ultra connectés. Et donc à quoi ça ressemble en fait? Ça ressemble à ça, c'est-à-dire qu'on a des secteurs du graphe comme ça qui sont connectés plutôt entre eux, mais un peu déconnectés du reste. Là on voit que le réseau rose et le réseau bleu sont pas très connectés entre eux. Par contre, tous les nœuds, plus on se rapproche du centre, plus les nœuds sont connectés entre eux. Donc on peut imaginer que ça, par exemple, c'est des mineurs au centre, et que là c'est la boulangerie qui est en Europe, et là c'est la boulangerie qui est... Il n'y a pas de boulangerie en Asie, j'imagine, mais voilà, c'est un commerce en Asie. Donc les deux sont pas très connectés entre eux. Par contre, et d'ailleurs il y a beaucoup de chemin à faire si on passe par l'extérieur pour trouver un lien entre les deux. Par contre, ils sont tous les deux connectés au centre du réseau, et du coup, même si vous voulez faire une transaction de l'un vers l'autre, le plus rapide serait de passer par le centre. C'est pour ça que Bitcoin tend vers ça, parce que il tend à s'optimiser afin d'être une innovation en tant que système de paiement. Et système d'information en général d'ailleurs. Donc par exemple ici ce qui va se passer c'est que on va avoir les mineurs au centre, j'ai dit, ici vous qui allez acheter votre café, peut-être ici la boulangerie et peut-être ici un nœud qui est propre à l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que le nœud central qui a toutes les transactions. Ici, lui, il va avoir que les transactions de l'Europe. Là, c'est la boulangerie, donc il va avoir que les transactions de sa boulangerie. Et vous aurez que vos transactions à vous. Et c'est comme ça que le réseau passe à l'échelle. Parce que si tout le monde doit gérer toutes les transactions, on se doute bien qu'on va pas pouvoir gérer des millions de transactions sur son téléphone. Donc l'idée, c'est que il y a un filtrage qui est fait. On part des mineurs qui gèrent toutes les transactions à ensuite des sous-nœuds qui, eux, gèrent juste une partie des transactions. Mais la source de vérité, ça reste toujours les mineurs qui sont au centre. Ça, c'est important. Et on peut même imaginer que, en fait, ces nœuds-là sont... Là, j'ai pris un exemple géographique en disant c'est les nœuds de l'Europe. Mais on peut imaginer que ça n'a rien de géographique. Pourquoi? Parce que, par exemple, les mineurs aujourd'hui gardent l'historique des transactions. Mais ils n'ont pas à le faire, en fait. Ça, c'est le papier d'origine de création du Bitcoin. Et si on descend un peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on arrive à la page... Alors, c'est où? Je l'ai déjà passé, je crois. Vérification, voilà. Donc c'est section 7. Demande d'espace disque. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, une fois que la transaction d'une pièce est enfouie en dessous de suffisamment de blocs, les transactions la précédente peuvent être jetées par les mineurs. Donc là, ils sont en train de dire que les mineurs peuvent jeter les transactions une fois qu'elles sont passées. Pourquoi? Parce que le mineur, il n'a pas besoin d'avoir tout l'historique. Il a juste besoin de savoir quelles sont les transactions qui sont les pièces en fait qui sont pas encore dépensées. Et quand vous dépensez vos pièces, il a juste à regarder si en effet elles n'ont pas été dépensées avant, et il valide que c'est vous qui les dépensez. Mais il n'a pas besoin d'avoir l'historique, tout l'historique de dépenses des pièces. Par contre, on aura peut-être envie quand même de voir ce qui s'est passé il y a 2, 3, 4 ans. Et donc, à l'avenir, même le minage va se spécialiser. Donc, je dis le minage, mais ça sera plus le minage en fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des nœuds qui feront du minage, qui seront au centre du réseau, mais peut-être que le nœud qui est ici, le deuxième niveau, ce sera plutôt des nœuds d'archivage. Donc eux, ils vont juste garder tout l'historique et ils vont vendre cette donnée-là à des acteurs qui en ont besoin. Donc voilà, pour vous expliquer un peu comment est-ce que le réseau va évoluer si on veut que le réseau puisse passer à l'échelle, c'est-à-dire gérer beaucoup de transactions et être utilisé par tous les acteurs au quotidien. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Si j'ai été trop technique ou qu'il y a des choses qui sont pas encore très claires ou vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et ça fera de très bons sujets pour les prochaines vidéos. À toutes.